Il y a eu de nouvelles évolutions dans l'affaire du train de Ruffin. Parce que du coup, donc voilà, on a commenté en long, en large et en travers la nouvelle bande dessinée de François Ruffin avec notre bande dessinée, pas bande dessinée, bande dessinée de François Ruffin, avec un très bon react sur Zawa Prod avec Razé Moufette. Et notamment, donc il y avait les planches de le fameux incident du train qui avait beaucoup tourné, qui avait fait réagir et indigner, etc. Donc entre-temps, il y a eu des nouvelles, des nouveaux rebondissements. Déjà, le fameux arabe de la vidéo a témoigné. Spoiler, il s'appelait Félix. Et en gros, il a témoigné pour dire bah j'étais là, c'est moi l'arabe de la vidéo, je suis pas arabe, genre je suis blanc, je suis français d'origine, enfin, voilà. Et en plus de ça s'est pas du tout passé comme ça, c'est même moi qui ai payé le truc et il m'a fait une espèce de chèque pour me rembourser, mais c'est moi qui ai payé le truc, je me suis pas énervé contre la police ou quoi que ce soit, enfin si, genre en mode les flics ça m'a énervé, mais je n'ai pas remercié, j'ai pas baissé la tête devant Ruffin en mode merci mon brave, etc. Non, enfin genre c'était juste, lui il voulait juste que le train redémarre et moi j'ai donné un coup de main à la dame qui était étrangère, etc. Bref, il y a eu évidemment avec toutes les réactions, tous les commentaires, toute la levée de boucliers en opposition justement à la BD de Ruffin, il y a eu beaucoup de commentaires dans tous les sens qui disaient que Ruffin affichait une vision paternaliste, raciste, à l'ancienne, etc. Notamment parce que on va pas se mentir, c'est une BD sur le racisme, c'est une BD sur rassembler la France. Parce que les ouvriers blancs et racisés se retrouvent et en fait à Paris, les gens qui travaillent dans l'entretien ils sont racisés, mais en province ils sont blancs et il y a aussi quelques racisés dedans et en fait regardez on peut faire France ensemble, etc. C'est une BD sur le racisme, c'est une BD sur le vivre ensemble, etc., etc. C'est le thème principal. On va pas, voilà, ça littéralement le premier, comment dire l'histoire un petit peu fil rouge, donc est l'histoire des femmes voilées de la Courneuve qui viennent à Amiens et qui croient subir du racisme d'un tenancier de café à Amiens, etc., etc. Littéralement, c'est ce qui ouvre et ce qui ferme la BD. Et à la fin, c'est des enfants noirs qui se font servir une crêpe par le mec blanc qui tenait le bar et en fait qui n'était pas raciste, il était juste un petit peu stressé par le Covid. Bref, donc c'est une BD sur le vivre ensemble. Donc forcément, il y a eu beaucoup de réactions qui sont allées montrer les moments de la BD qui étaient criants justement de cette de fausseté dans cet antiracisme ou même d'une prétention à l'antiracisme qui fait qui se vautre en fait dans les pires clichés et dans les pires travers de Sauveur Blanc, parce qu'en fait il y a deux choses. Il y a à la fois la vision de l'antiracisme de François Ruffin qu'il dit lui-même, hein. Il dit mon antiracisme il est très black blanc beurre, très SOS racisme, etc. Et là-dessus en vrai je pense qu'il a pas tort. Mais c'est ça le problème, c'est que l'antiracisme a fait le bilan de SOS Racisme, a fait le bilan d'une association qui a été créée justement par le Parti Socialiste pour contrôler l'antiracisme, pour le garder dans son giron et pour faire en sorte qu'il ne déborde pas au-delà de ce que le PS voulait qu'il soit. Donc SOS Racisme, c'est déjà cette histoire douloureuse pour l'antiracisme politique, une histoire de trahison et de récupération. Là vraiment, on peut parler de récupération des luttes. Donc déjà quand Ruffin il dit ah c'est vrai que mon racisme il est un peu black blanc beurre SOS Racisme, t'es en mode bah oui c'est bien ça qu'on te reproche. Donc ça c'est déjà le premier reproche. Mais le deuxième reproche, c'est un reproche qui est un petit peu plus transversal. Bon, ses biais racistes sont aussi transversaux dans son œuvre, hein. Je vous renvoie au bouquin de Meriem Alaoui, Ruffin, l'opportuniste, Ruffin, l'ascension d'un opportuniste, etc. Qui revient notamment très longuement sur l'épisode de quand il a écrit son bouquin Quartier Nord sur les quartiers nord d'Amiens, où il a même été condamné pour diffamation envers un mec qu'il qualifie de président couscous au pied de cochon, un truc comme ça. Enfin bref, que des trucs en mode qui sous-entend que il a les dealers dans la poche ou un truc comme ça, ou qu'il est à la tête d'une espèce de mafia. Bref, oui, la meuf de Cinéma et Politique a fait un super article dans la Revue des Livres. Donc voilà, donc bref, bon. Ruffin, il y a deux critiques vraiment qui lui sont systématiquement adressées. Une, c'est un truc qu'il admet lui-même et qui comprend pas le compte de son camp quand il l'admet lui-même. C'est ses biais racistes / son antiracisme à l'ancienne, très PS SOS racisme, donc bah voilà, un truc qui ne correspond pas du tout à la vision de l'antiracisme telle qu'elle est beaucoup plus développée aujourd'hui dans la société française. Lui, il considère que c'est sa façon d'être un peu vieux jeu. Nous, on considère que c'est sa façon d'être en fait méprisant et qu'on fait le lien entre les biais racistes qui sont dans toute son œuvre globalement et son antiracisme à l'ancienne. Pourquoi il ne se met pas à jour sur l'antiracisme? C'est que fondamentalement, il n'arrive pas à se départir de ses clichés racistes et donc d'arrêter de mépriser en fait et d'être paternaliste envers les personnes dont il parle. Et ce qui rejoint la
deuxième critique, c'est sa tendance à se mettre en avant lui personnellement. Pareil, un truc qui est un fil rouge dans toute son œuvre, mais c'est son côté je suis un député, reporter, mais en tant que journaliste, c'est aussi une critique que lui avait adressée Myriam Alaoui dans son bouquin, c'est qu'en fait, il va vampiriser les récits des gens, en fait, il se comporte comme un journaliste, quoi. Donc il vampirise les récits des gens, mais pour se mettre lui en scène, c'est-à-dire que c'est pas genre, c'est pas un journaliste qui est en mode, tu sais, les journalistes ils vampirisent les récits des gens, mais ils peuvent très bien genre juste faire en mode je raconte de façon naturaliste le truc. Non, lui il se met en scène systématiquement là-dedans, et particulièrement en héros. Donc dedans, la deuxième critique, c'est son égocentrisme à Ruffin. Donc bref, quand sa BD est sortie, ce mélange d'égocentrisme et de racisme ordinaire et d'absence de mise à jour par mépris pur sur les questions antiracistes, ça a été ça la teneur du discours général, de gens qui portaient des critiques construites, que ce soit, je sais pas, Antoine Goya, que ce soit Zawa Prod, que ce soit des gens sur Twitter, etc. C'était vraiment le truc de, fondamentalement, Ruffin, maintenant on sait de quel bois il se fait, quoi. La BD a été une confirmation de son caractère. Et ensuite, la deuxième vague est arrivée. La deuxième vague, ça a été du coup centrée sur la scène du train. Donc la scène du train, c'est celle qui a tourné sur Twitter. La scène du train, c'est celle qui a un petit peu cristallisé médiatiquement les reproches. Parce qu'en vrai de vrai, moi, ce qui m'a le plus choqué dans la BD, évidemment que la scène du train, elle donne le ton. Mais les autres chapitres, ils sont pas mieux, quoi. Genre, c'était quand même un florilège, la BD. Bref. Mais en tout cas, c'est la scène du train qui est devenue le catalyseur de ses reproches envers Ruffin, sur son racisme et sur son égocentrisme. Suite à ça, du coup, il y a eu le témoignage de Félix. Le témoignage de Félix, qui est le fameux arabe qui se désigne lui-même comme le fameux arabe de la scène du train, et donc qui a fait une interview sur Mizan TV, qui est un média pas non plus des plus recommandables, hein. On va dire, où il a dit voilà, c'est moi l'arabe dans le truc, et en fait ça s'est pas passé comme ça, c'est même pas lui qui a payé le truc, en fait c'est moi qui ai payé le truc parce que lui avait oublié son code de carte bleue, et en fait lui tout ce qu'il voulait c'était que le train reparte, et il s'en battait les couilles d'aider la meuf, quoi. Et j'ai absolument pas baissé la tête devant lui, c'est absolument pas comme ça. Bref, donc le témoignage est sorti, du coup il y a eu une première, ça a relancé en fait le truc sur Ruffin en mode en plus il a raconté n'importe quoi, parce que on s'en doutait qu'il y avait beaucoup de récits qui étaient très romancés, mais là le fait d'avoir le témoignage d'une des personnes qui était dans la scène et qui dit ça s'est absolument pas passé comme ça, et genre en mode, et même lui dans la vidéo il était en mode bah c'est chill, c'est pas si grave, mais au moins qu'il le dise, qu'il soit honnête, quoi. Genre je veux dire bon, tu peux pas prétendre dire ça s'est passé comme ça et raconter un truc qui est faux, donc bah voilà, je rétablis ce qui s'est vraiment passé, c'est par contre lui c'est un truc, voilà, il est pas arabe juste barbu, oui je crois il est converti, un truc comme ça, bref. Mais donc il y a eu ce premier truc là, et ensuite il y a eu le deuxième truc qui est arrivé aujourd'hui avec Lupatate, c'est le POV d'une autre personne qui était dans le train et qui a filmé l'altercation, on a l'audio parce qu'en fait la personne se filme elle-même, et en fait on a l'audio de l'altercation dans le train pendant ce temps, qui vient à peu près confirmer ce que dit Félix, et sur d'autres trucs le nuancer un petit peu, qui replace un petit peu. Bah vas-y, je vous propose qu'on regarde l'article de Oberdorf déjà. Parce qu'en fait, forcément, comme il y a eu une levée de bouclier contre Ruffin, bah en face, les ruffinistes sont venus les défendre. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on fait quand on veut décrédibiliser une critique politique? Soit on attaque la personne qui la porte, soit on la contourne, on la détourne et on la ridiculise. Et les deux procédés ont été utilisés. Détournement et ridicule, c'est beaucoup ce qu'a fait Quotidien, en mode ah là là, les mélanchonistes, ils exagèrent, ils disent que c'est raciste. Bon, c'est un petit peu gênant, mais de là à dire que c'est raciste, vraiment, vous criez pour rien du tout. Bref, donc ça c'était la version Quotidien, c'est on détourne et on décrédibilise la critique politique. Et le deuxième, c'était on attaque les personnes. Et du coup, en l'occurrence, celui qui s'est fait attaquer, c'est notamment Félix. Le fameux Félix qui a témoigné. Et donc, il y a un petit article de l'opinion, bien sûr. Parce qu'il y a eu plusieurs trucs. Déjà, il y a la team Ruffin. Parce que du coup, donc, la vidéo, il l'a faite sur Mizan.tv. Et très très vite, t'as des gens qui ont ressorti des articles de Mizan TV, notamment des articles homophobes, en mode les gens qui font des interventions en milieu scolaire sur les trucs LGBT, c'est pour endoctriner vos enfants et pour leur faire truc, etc. Ça m'a l'air, en gros, Mizan TV, ça m'a l'air d'être un truc un peu genre soralo-compatible. Donc t'avais le premier truc où bah après genre t'es en mode c'est pas parce que il témoigne dans ce truc là que son témoignage est faux, ça rend pas son témoignage plus faux, et ça ne décrédibilise pas plus le fait que Ruffin 1 a raconté de la merde, et 2 lorsqu'il a exagéré a choisi d'exagérer de façon raciste, et 3 c'est mis en avant. Donc les deux critiques sur le racisme et l'égocentrisme, etc., c'est reste, quelle que soit la personne qui témoigne, quel que soit, ça aurait été un fasciste de l'Action française qui dit ça ne s'est pas passé comme ça, pas quel intérêt aurait un fasciste de l'Action française à dire ça, mais ça aurait été un fasciste de l'Action française présent dans le train, voire même ça aurait été le policier présent dans le train qui aurait témoigné, son statut de policier, son statut de fasciste de l'Action française, etc., n'aurait rien enlevé au fait que, en effet, Ruffin a raconté n'importe quoi, s'est mis en avant de façon raciste. Du coup, les journalistes ont enquêté sur ce fameux Félix, et pour dire ah mince, du coup les gens utilisent son témoignage pour montrer que Ruffin est un menteur égocentrique, donc
donc on n'a qu'à dire que le Félix, faut pas lui faire confiance parce qu'en fait c'est un méchant et du coup comme ça va le crédibiliser. En fait c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup t'as eu toute une levée de bouclier, des gens qui disaient oui mais Mizane TV ils ont sorti des articles homophobes, oui mais en fait Félix c'est un djihadiste, etc. Donc des gens qui vont combattre en Syrie d'une manière rationnelle, le vrai visage de Félix, le musulman converti qui s'en prend à Ruffin. Le musulman converti. Ils auraient pu dire les musulmans, mais ça faisait un peu trop raciste. Musulman converti, en plus tu rajoutes le truc très Saras. Derrière le témoignage accablant de Félix Barès, qui accuse François Ruffin de l'avoir essentialisé comme un arabe dans sa BD, alors qu'il se revendique français de souche. Il se revendique pas français de souche, il dit je suis pas arabe, je suis français de souche, etc. C'est pas qu'il se revendique, il est pas oui, je suis un français de souche. Non, il dit il utilise l'expression français de souche de façon ordinaire. Ok, d'accord. Très intéressant. Tu vois, là, il le nazifie. Regardez, ne faites pas confiance à lui. Non seulement c'est un musulman converti, et en plus il dit français de souche, c'est un peu un facho. En quoi ça décrédibilise son témoignage. Apparaît aussi le parcours d'un journaliste converti à l'islam, aux positions pour le moins ambiguës sur le djihad. Depuis l'apparition de sa bande dessinée Picardie 2 Splendor, François Ruffin est sur un feu nourri de critiques, blabla, reproduire le schéma du soleil blanc, blablabla. En guise de mea culpa, le candidat à la présidentielle a admis dans une note de blog que l'antiracisme de ses rares terres venait de la génération Black Blamber des années 90 et donc pouvait paraître maladroit. Bref, bon voilà. Un train peut en cacher un autre. Le média communautaire Mizane Info, le média communautaire, pensait avoir trouvé Félix, le maghrébin de François Ruffin, le véritable protagoniste de la scène du train dans la bande dessinée du député reporter de la Somme. Son témoignage exclusif, visionné plus de 2 millions de fois sur X, a servi de pièce à conviction dans le procès en racisme instruit par... Non, le procès en racisme était déjà instruit. Tu vois, c'est ça. En fait, on nous fait croire qu'on a attendu le témoignage de Félix pour dire que Ruffin était raciste. Non, on a lu la BD. La BD nous a suffi à dresser nos conclusions. Si procès il y a eu, le verdict a été rendu avant le témoignage de Félix. Félix, c'était la cerise sur le gâteau. C'est le truc en mode ah bah putain, allez, il m'en reste un peu, vous en reprendrez quand même. Mais vous inquiétez pas que, et déjà, même avant la BD, on le disait, je renvoie au bouquin de Mariam Alaoui, etc., Quartier Nord. Enfin, je veux dire, bon, le procès en racisme de Ruffin est quand même instruit depuis assez longtemps. Mais vous voyez qu'il modifie l'histoire, Antoine Oberdoff. Il vous fait croire que un des aspects importants pour traiter Ruffin de raciste, ce serait la crédibilité du témoignage de Félix. Et que du coup, il suffit de faire tomber le témoignage de Félix pour qu'on puisse garder un doute sur le fait que Ruffin est peut-être pas raciste. Que en fait, peut-être que les critiques à son égard sont exagérées et que vous inquiétez pas, vous pouvez continuer de fantasmer sur lui comme le remplaçant de Mélenchon. Parce que rappelle que Oberdoff, c'est le porte-parole de la gauche anti-Mélenchon. Pas juste non-mélenchoniste, mais juste anti-Mélenchon. Car le récit de Félix, en chair et en os, contrariait la version romancée par la BD. D'après lui, François Ruffin n'était en aucun cas un chevalier blanc prenant fait et cause pour une passagère noire, sèchement verbalisée par un contrôleur et 2 agents en uniforme de la SNCF Sûreté dans un train entre Paris et Amiens le 13 juin 2024. Plus gênant encore, Félix contestait l'image qui lui était donnée de lui par le dessinateur, un jeune arabe barbu révolté par l'interpellation humiliante de cette femme racisée, au point que François Ruffin était obligé de lui demander de respecter la police. On le voyait alors courbé sur son siège, tête basse, etc. Bon bref, ça on a vu. Devant ce qu'il considérait être une déformation de la réalité, Félix précisait « Jamais de la vie je n'ai remercié François Ruffin d'être intervenu, on n'avait pas besoin de lui, c'est pas les arabes et les noirs contre la police blanche puisque je ne suis pas arabe, je suis un français de souche, j'ai une barbe, c'est tout. » Français de souche. C'est tout? Pas exactement. Félix Barès, de son nom de famille, a une identité un peu plus complexe que celle d'un simple français de souche, car c'est aussi un traître à sa race. Comment ça, une identité plus complexe que celui d'un simple français de souche? Comme il le prétend sur Mizane Info. Journaliste de métier, il a fait ses classes au centre de formation des journalistes au CFJ en 2013. Bah tiens, décidément, encore un journaliste. Donc il a fait ses classes au même endroit où Ruffin a été formé en journalisme. C'est marrant quoi. Du coup, c'est un journaliste qui a fait la même école que Ruffin. C'est dingue! C'était l'amicale des anciens journalistes ou quoi là? C'était nécessaire de donner son nom de famille. Bien sûr que c'était nécessaire de donner son nom de famille. Parce que Barès, c'est aussi le nom d'un auteur d'extrême droite. Donc c'est quand même sympa de souligner Barès pour bien le nazifier. En fait, le but de cet article, c'est de dire les insoumis ont hurlé à la meute, ont hurlé avec les loups, ont hurlé avec la meute, alors qu'ils défendent un mec qui est un peu un fasciste. Et qui est pas vraiment français de souche. C'est commun Barès. Ah non, oui, bien sûr, c'est un nom commun. Mais, moi, désolé, je ne peux que y voir. Je suis sûr que le journaliste, il a vu le nom de famille, il a dit Barès sur Mizane Info. Les arabes nazis qui veulent jeter les juifs à la mer. Genre, enfin, bon, vous avez capté les sous-entendus quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même Antoine Oberdoff qui prend la défense de Ruffin sur des accusations de racisme. On a lu des articles d'Antoine Oberdoff. On connaît son racisme à lui aussi. Donc, bon. Ses premiers sujets radio, il les réalise pour France Inter. Il s'intéresse notamment aux discriminations, au contrôle visant les femmes voilées ou encore à la pratique du ramadan. L'islam n'est pas simplement un objet de curiosité, mais bien une découverte spirituelle à part entière. En janvier 2015, lorsque les étudiants du CFJ décident de consacrer une série de reportages et d'enquêtes aux conséquences de l'après-Charlie, Félix Barès accepte de se livrer sur sa foi auprès de Robin Werner, aujourd'hui rédacteur en chef web de la revue de la CGT. Conversation sur
la conversion, c'est le titre de l'article dans lequel Félix Barrès est décrit comme un musulman fraîchement converti qui a trouvé dans l'islam l'exemple moral qu'il n'avait jamais reconnu ailleurs. Cet ancien athée, tendance bouffeur de curé, a rejoint l'Oumma, la communauté islamique, après que des musulmans de sa connaissance lui ont fait forte impression sur le plan des valeurs, est-il précisé. Mais sa conversion, c'est encore Félix Barrès qui en parle le mieux dans un enregistrement SoundCloud, dans des ce sont des rencontres qui m'ont amené. Ok, donc c'est bel et bien, il est bel et bien converti. Ok. Ah non mais tout, hein, la Oumma. Ouais. Voilà comment Félix Barrès, le personnage du train détracteur de François Ruffin, s'est retrouvé à aller frapper à la porte de la mosquée de Paris. Lui qui a baigné dans le catholicisme durant son enfance, a même voulu marquer le coup en prenant un prénom à consonance islamique, Saïd, la traduction la plus fidèle de Félix en arabe qui veut dire heureux. Finalement, le converti renoncera à ce projet par respect pour ses parents, déjà déstabilisés par sa foi. Donc pour l'instant, on a un mec. Alors donc il est toujours pas arabe. Déjà il est toujours pas arabe. Il est toujours pas mat de peau, quoi, tu vois, genre. Et surtout, du coup, on a un blanc qui est converti. Du coup, il est moins français de souche. Parce que rappelle qu'on l'a présenté comme c'est un petit peu plus compliqué qu'un simple français de souche, quoi. Un français de souche, il peut pas être musulman. Genre un français dont la famille remonte à des générations et des générations sur le sol français est moins français de façon intergénérationnelle s'il se convertit à l'islam. Oui, sa conversion l'a corrompu, c'est ça? Et du coup, sa conversion le rend moins fiable? Ou alors excuse François Ruffin de l'avoir pris pour un arabe, vu que de toute façon c'est un musulman et les musulmans c'est des arabes. Bon, après, ça montre que l'islamophobie existe. Enfin, en fait, moi je trouve que ça montre que l'islamophobie existe et que c'est pas juste un racisme anti-arabe qui prend les atours de la critique de l'islam, que l'islamophobie en soi existe tellement ce mec-là a été racialisé par Ruffin lui-même. Donc bon, je trouve que ça va totalement dans le sens de ce qu'on dit quand on parle d'islamophobie. Mais ok, d'accord. Oui, tu perds la souche quand tu te convertis, visiblement, je sais pas. Mais Antoine Oberhof n'est pas raciste, la preuve, il prend la défense de Ruffin. En voyant des membres de son entourage lui tourner le dos ou lui reprocher de ne plus consommer d'alcool et de porc, Félix Barrès a commencé à se méfier d'une pensée que l'on dit ouverte. Même encore aujourd'hui, après les attentats de Charlie Hebdo, il y a selon lui une suspicion qui existe parce qu'on ne reconnaît pas cette religion. Ma famille, ce sont plutôt des gens de gauche qui se disent ouverts, mais là, ils ont été confrontés à quelque chose qu'ils n'ont pas exprimé mais qu'ils courent dans la société, la peur de l'islam. Oui, basé, oui, tout à fait. C'est littéralement le problème. Interrogé sur l'amalgame entre l'islam et l'islamisme, Félix Barrès récuse toute tentation radicale. Il affirme ne jamais avoir été approché par une secte qui a pour projet d'envoyer des gens se faire exploser en Syrie. Pour autant, il estime qu'il ne faut pas forcément mettre dans le même sac des gens qui vont se faire exploser parce qu'ils ont été totalement manipulés et des gens qui vont combattre en Syrie parce que d'une manière rationnelle, étudiée, ils estiment que là-bas, il y a un combat à mener. Se dire qu'au nom d'une religion et des valeurs positives, on va aller essayer d'aider à ce que ça s'améliore, pourquoi pas. Ok, d'accord. Spoiler alert, il a raison. Donc en fait, c'est comme ça que les médias français le présentent comme quelqu'un qui fait l'apologie du djihad. C'est vraiment, on est retombé dans l'époque Charlie Hebdo. Hein. Ou alors déjà, le passage est complètement coupé à la serpe. Moi, j'aimerais bien avoir la citation entière, monsieur Oberhof, si vous avez le courage de la mettre en entier. Mais, désolé, oui, l'inspiration religieuse, l'inspiration de valeurs a poussé des gens à aller combattre pour les indépendances, notamment l'indépendance de la Grèce. Lorsque la Grèce a rompu avec l'Empire ottoman. Et lorsque beaucoup de pays des Balkans ont rompu avec l'Empire, ont fait leur guerre de décolonisation vis-à-vis de l'Empire ottoman, il y a énormément de Français, notamment de romantiques, enfin romantiques pas en mode ils aimaient offrir des roses à leurs meufs, mais en mode de romantique, ils étaient dans le courant du romantisme, qui par romantisme, par amour de la République, par romantisme révolutionnaire, etc., se disant que la révolution républicaine devait être exportée, qu'ils devaient aider là où ils le pouvaient, etc., sont allés combattre là-bas. Les antifascistes sont allés combattre en Espagne, parfois même mourir en Espagne. Byron est allé mourir pour la cause grecque, ouais, notamment Byron, mais pas que. Donc c'est parfaitement logique. Et moi, à l'époque, j'avais lu un bouquin assez intéressant qui s'appelle Talking to the Enemy de Scott Atran, qui est un sociologue qui a étudié justement les jeunes, notamment en Syrie, etc. Il a fait des études de terrain sur les jeunes qui partent au combat, partent faire soit le djihad, donc soit qui partent faire le djihad transnational, soit dans leur propre pays, qui rejoignent les factions islamistes, etc., etc. Et en fait, quand tu étudies ça d'un point de vue sociologique, d'un point de vue un petit peu plus souple, je pense aussi notamment à Fabien Truong, même si je crois qu'il y a eu des critiques de son travail, mais bon, c'était mon prof à l'époque, c'était lui qui m'a fait dire Scott Atran. Fabien Truong aussi qui a écrit Loyauté radicale, sur justement, précisément pour étudier justement le phénomène qu'on appelait le phénomène de radicalisation dans la jeunesse des quartiers populaires, etc., des gens qui se faisaient matrixer, partaient en Syrie, etc. Parce que lui-même, je crois, quand il était prof, je crois au lycée, un truc comme ça, il était parmi ses élèves, il y avait justement la famille de Koulibaly, un truc comme ça et tout. Donc, il y a des façons de parler de gens qui s'engagent pour des trucs qu'on aime ou pour des trucs qu'on n'aime pas. Hein. T'as des gens qui sont allés s'engager pour le nazisme. T'as des gens qui sont allés s'engager pour des causes. T'as des gens qui sont allés s'engager pour le djihad, pour faire des attentats, pour des trucs comme ça. T'as des gens qui se sont engagés dans l'armée, dans la fraction armée rouge. T'as des gens qui sont allés s'engager dans le terrorisme d'extrême gauche, en mode action directe, etc., etc. Et ça, c'est un truc dont on parlait avec Pierre Carl. Hein. Je vous renvoie vraiment aux Awa Talk avec Pierre Carl, où on en a un petit peu parlé. Dans le documentaire Ni vieux ni traître aussi, c'est un sujet qui est assez central. Le
concept de terroriste a été utilisé justement pour gommer et pour interdire de discuter de ces raisons-là, de s'engager dans une lutte qui est peut-être violente, qui peut être armée, qui peut passer par du sabotage, au meurtre, en passant par la séquestration je sais pas, la destruction de biens matériels ou le braquage de banque. Et en fait, le concept de terrorisme a été utilisé aussi pour interdire toute compréhension. Hein, c'est le fameux expliquer, c'est excuser. Hein. C'est cette logique-là de si on explique, on excuse quelque part. C'est ce qui est au cœur de l'utilisation du concept de terrorisme pour lisser toute l'histoire des prisonniers politiques, de la lutte révolutionnaire, etc., etc., etc. Donc, le fait que le fameux Félix Dutrin ose dire qu'il y a des gens qui sont allés en Syrie de façon manipulée et des gens qui vont combattre en Syrie parce que d'une manière rationnelle, étudiée, ils estiment que là-bas il y a un combat à mener. Ça ne veut pas dire que c'est bien, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. La seule raison pour laquelle les journalistes sous-entendent qu'il est d'accord, c'est uniquement parce que c'est un converti musulman. Uniquement. Et que son témoignage est utilisé pour aller à l'encontre de Ruffin. Alors que le Ruffin, c'était le champion anti-mélanchoniste. Oui, il y a des gens qui considèrent de manière rationnelle et étudiée qu'il y a un combat à mener en Syrie. Ça ne fait pas de des fous, ça ne fait pas de des gens qui ont raison selon nos principes. C'est des gens qui peuvent avoir tort, mais leur reconnaître leur rationalité, c'est déjà une première base et une meilleure base, de lutte politique contre ça. Si tu veux lutter contre le terrorisme, le djihadisme, etc., déjà la première étape, c'est de ne pas considérer que les gens sont des fous et des aliénés et de vouloir les enfermer. C'est de considérer qu'ils sont rationnels et que si on peut arriver rationnellement à cette conclusion, dans ce cas, on peut aussi arriver rationnellement à une autre conclusion. Se dire qu'au nom d'une religion et de valeurs positives, on va aller essayer d'aider à ce que ça s'améliore, pourquoi pas. Donc là, évidemment, ça a été coupé à la serpe. Je suis sûr que cette phrase ne parle pas de djihad, mais jusqu'à preuve du contraire, voilà, parce qu'à un moment on va partir d'un principe, hein, les journalistes. Quand vous mettez des ellipses comme ça pour faire du character assassination, pour essayer de décrédibiliser les paroles entières d'une personne et que hop, entre deux phrases qui, comme c'est pratique, si on les met ensemble, ça fait un petit peu terroriste, et si on met un autre contexte au milieu, ça fait beaucoup moins terroriste. On va partir du principe que vous mentez, les journalistes, en fait. Maintenant, désormais, on va partir du principe que dès que vous mettez les petits crochets avec les 3 petits points, c'est que vous vous foutez de notre gueule et que vous essayez de nous enfumer. Parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Est-ce à dire que la fin justifie les moyens, pourvu que le combat soit mené au nom d'un ordre spirituel supposé? Non. Il dit qu'il y a des gens qui trouvent un sens à leur vie au travers de la religion. Et que ce sens de la vie peut les encourager, parfois à les mener des combats qui sont loin de chez eux. Que ce combat soit positif, que ce combat soit justifié, est inexistant dans la phrase. Il a dit un truc que tous les sociologues sérieux, je dis bien sérieux, je parle pas de vos Gilles Kepel, Olivier Roy, etc., qui essaient de trouver des trucs, non, c'est une radicalisation de l'islam, non, c'est l'islamisation de la radicalité, enfin bref, non. Stop vos conneries, vous n'êtes pas des sociologues sérieux, de toute façon ils font plus de terrain depuis des années et des années. Les vrais anthropologues sérieux, ils réfléchissent selon ces principes-là. Et ce fameux Félix Barrès, qui est journaliste de formation, ça me rassure qu'il pense comme ça aussi. Ça veut dire qu'il pense pas comme les autres abrutis d'éditorialistes de merde comme Antoine Oberdoff. La discussion dérive sur le djihad, et là aussi Félix Barrès refuse de bannir cette notion de guerre sainte au prétexte qu'elle serait dévoyée. Il y a évidemment un point de vue historique des périodes où le Coran est révélé, où on a besoin de combattre des gens qui veulent nous empêcher d'être en tant que communauté musulmane. Oui, besoin de combattre des gens qui veulent nous empêcher d'être en tant que communauté musulmane. Donc c'est une guerre défensive. C'est marrant parce que quand c'est Israël, ça vous choque pas. Et pourtant là on parle pas de exister comme une communauté, là on parle de exister en tant qu'État-nation suprémaciste. Donc vous acceptez ça pour un État-nation suprémaciste, mais vous acceptez pas ça pour une communauté qui vit en France au milieu de tout le monde. C'est quand même intéressant vos priorités sur l'antiracisme, les musulmans, les arabes, le Moyen-Orient, tout ça. C'est intéressant. Mais en fait même dans le christianisme en fait c'est la logique de la guerre juste, c'est que c'est la guerre défensive. C'est que quand on t'attaque, c'est logique de te défendre pour protéger ton existence. À l'heure d'aujourd'hui, ce combat-là peut être spirituel. Oui, donc c'est le djihad intérieur, hein, voilà, Médine, le djihad, le premier combat, c'est contre soi-même, etc. Oui, il y a une interprétation spirituelle, individuelle du djihad, oui. Et c'est d'ailleurs la façon dont il est généralement discuté à la mosquée, dans la théologie, dans la vie quotidienne. Oui, quand les musulmans parlent de djihad, c'est très souvent ce djihad intérieur, ce combat-là contre soi-même. Enfin, oui, c'est une guerre spirituelle, oui. Ouais, c'est le combat contre l'âme, ouais, c'est ça. Il peut être aussi pour que des valeurs existent dans une société. Ça peut être un combat politique, ça peut être un combat guerrier en ultime recours, pourquoi pas. Mais comme la République, enfin, bien sûr. Je vais remplacer djihad par révolution. Il y a évidemment d'un point de vue historique des périodes où le marxisme est révélé. Bon, je sais pas. Et on a besoin de combattre des gens qui veulent nous empêcher d'être en tant que peuple socialiste. À l'heure d'aujourd'hui, ce combat-là peut être individuel de la révolution. Il peut être pour que des valeurs socialistes existent dans une société. Ça peut être un combat politique, ça peut être un combat guerrier en ultime recours, pourquoi pas. Ou républicain, encore une fois. Genre,
on célèbre les résistants, Jean Moulin, etc. Jean Moulin, la République c'était un combat politique avant, et bah quand les nazis sont arrivés, c'est devenu un combat guerrier puisque c'était l'ultime recours. Oui, c'est d'un ordinaire cette phrase. Et genre si demain une France fasciste veut exterminer les musulmans, bah oui, ce sera un combat guerrier en ultime recours, oui, puisque ce sera l'ultime recours, puisque ce sera une volonté d'extermination, genre ou interdire l'islam ou quoi que ce soit, genre tu sais, genre oui, bien sûr. Non, Jean Moulin se battait pour la liberté. Oui, c'est ça, pardon. Jean Moulin, oui, c'était la liberté individuelle, pardon. C'était un mec du développement personnel, Jean Moulin, en fait. Et il vendait des formations et tout. Donc pourquoi pas, il y a eu des périodes où les gens s'engageaient dans des révolutions parce qu'ils estimaient que ces révolutions servaient à faire advenir des causes bonnes dans l'humanité. Justifie-t-il encore? Oui. Bah oui. C'est factuellement vrai, historiquement vrai, politiquement vrai, sociologiquement vrai, tout. Oui, objectivement, oui, c'est la vérité vraie. Il y a des gens qui se sont engagés dans des révolutions. Encore une fois, t'as Byron, qui était un Britannique, qui allait se battre pour l'indépendance des Grecs. Par romantisme révolutionnaire, je sais pas quoi. Genre oui, ça a toujours existé. Des jeunes gens qui... Et même, ça c'était un truc dont on parlait beaucoup, notamment à l'époque, sur ce thème de la radicalisation, des Français qui partent faire le djihad, etc. La comparaison qu'il y avait, et qu'on discutait beaucoup dans mon cours, et notamment quand j'ai lu le bouquin de Scott Atran, Talking to the Enemy, qui est vraiment hyper intéressant, je vous jure, il est vraiment très très bien, Talking to the Enemy de Scott Atran, un des meilleurs bouquins qui sont sortis dans cette période-là sur la question de la radicalisation, du combat religieux, guerrier, etc. Bref. Et en fait, il y a toujours eu des jeunes qui, par quête de sens, par sentiment que leur vie ne mène à rien et que le sens se trouve quelque part ailleurs dans la lutte, que ce soit une lutte orientalisée et fantasmée comme ça pouvait l'être pour la Grèce par exemple, parce qu'il y avait une forme d'orientalisation, hein. Et puis bon, on parlait de rompre avec l'Empire ottoman aussi, donc il y avait aussi une dimension occidentale là-dedans. Mais bref, qu'il y a des gens, et ça c'était vraiment toute la génération des romantiques, où on étudie le romantisme dans la poésie avec le spleen, le machin, etc. Mais ce spleen, c'était aussi un spleen révolutionnaire. C'était aussi des gens qui, le spleen que tu vois dans les poésies, c'était ce qui les poussait à aller chercher du sens ailleurs et à aller s'engager ailleurs. Oui, même des Français, oui, les Français qui sont partis en Ukraine, la volonté d'être un héros. Et ça, c'est un truc qui se retrouve beaucoup dans le bouquin de Scott Atran, Talking to the Enemy, encore une fois, sur les jeunes en Syrie qui s'engagent pour devenir des martyrs, faire le djihad, etc. C'est le fait d'être un héros qui est intéressant. C'est le fait d'être reconnu. C'est le fait de, soit t'es footballeur, soit t'es martyr. C'est un peu comme ça qu'il l'explique, tu vois. C'est en mode, la vie n'a pas de sens si tu n'es personne, parce que si tu n'es personne, on est traité comme on l'est, c'est-à-dire comme des merdes, comme de la sous-poussière que les puissances occidentales écrasent, que notre gouvernement écrase, etc., etc. Et on est des gamins, on est élevés, on joue au foot, etc. Et en fait, quand on s'imagine ce que c'est de réussir et de la grandeur, c'est soit d'être un footballeur, soit d'être un martyr, parce qu'on voit les banderoles des martyrs tous les jours et des gens qui leur payent les respects. Et ces martyrs ont droit au respect auquel nous, en tant que peuple, on n'a pas le droit. C'est comme ça qu'ils le formulent, c'est comme ça qu'ils le considèrent. On peut très bien dire que c'est pas bien. On peut très bien dire que oui, mais le djihad c'est mal. Je suis totalement d'accord avec ça. Je ne suis pas pour. Enfin, si, je suis du coup pour le djihad spirituel. Enfin, genre, on apparaît chez les chrétiens, en fait. Genre, c'est ne nous soumets pas à l'épreuve. C'est l'épreuve. On parle tout le temps d'épreuve. C'est notre notion du djihad à nous aussi. Enfin, bref. Mais oui, le djihad par les armes, l'État islamique, c'est pas bien. Oui, l'État islamique, c'est pas bien. Daesh, c'est pas bien. D'accord. Ok. Mais outre ça, est-ce qu'on peut s'intéresser à pourquoi des gens les rejoignent sans dire que c'est des fous qu'il faut tuer? Parce que si c'est des fous, soit on les enferme, soit on les bute. Quand on les enferme, c'est la version gentille, humanitaire de ah là là, faut les soigner. Ça veut dire qu'on les lobotomise. Ça veut dire qu'on on leur enlève leur folie et donc on leur enlève leur raisonnement. Enfin, on les castre, quoi. Une forme de mort quelque part. Ou soit on les bute. C'est la peine de mort, voilà. Ou alors on les tue au combat, quoi. Bref, donc voilà. Là-dessus, oui, désolé. Le fameux Félix a raison, quoi. Défense de Ramadan. C'est aussi probablement pour la bonne cause que Félix Barrès s'est adressé à Mizan Info, ce média en ligne qui se revendique comme un espace de réflexion et d'information sur l'islam en France. La chaîne est notamment distinguée par sa défense acharnée du prédicateur frériste Tariq Ramadan. Et alors? Mais en fait, c'est quoi? C'est que les musulmans, ils ont pas le droit de défendre quelqu'un? Une condamnation présentée par Mizan Info comme une épreuve de vérité pour les musulmans de France, car si l'on croit cet article, la dignité d'une communauté se mesure à sa capacité à défendre une exigence de justice, y compris lorsque la personne visée n'est ni parfaite ni irréprochable. Un aller sans retour. Il dénonce un traitement injuste, tout en reconnaissant que Tariq Ramadan n'est pas irréprochable. Pourquoi l'article a le tag La France Insoumise? Parce que c'est un article islamophobe. Donc si les gens sont attirés par l'article islamophobe, ou alors si les gens veulent trouver des articles sur la France Insoumise, c'est important qu'ils lisent un article islamophobe. Et surtout, en quoi c'est une défense acharnée? Oui, bon, ok. Donc ça a été la première étape de la décrédibilisation. C'est de dire, mais en fait, il est musulman. Genre, vous allez lui faire confiance alors qu'il est musulman et qu'il dit des trucs un peu arabes, quoi. Et qu'il a témoigné dans un truc un peu trop musulman. Il a témoigné dans un journal qui a dit des trucs pas bien. Mais en fait, est-ce qu'on fait ça pour tous les médias? Enfin, à part les gauchistes avec Mediapart. Et encore, même les gauchistes avec Mediapart, on arrive quand même à reconnaître quand Mediapart fait du bon travail. C'est dur, mais on le fait. Ça nous fait du mal, mais on le fait. Mais genre, est-ce que n'importe quel autre journaliste va, je sais pas, au hasard, reprocher à quelqu'un d'avoir donné une interview au Monde sous prétexte que le Monde a sorti des articles dégueulasses, a sorti des tribunes pour défendre la liberté d'importuner? Non, c'est pas le Monde, c'est le Figaro, je crois. Pareil, est-ce que des journalistes vont reprocher à des gens de faire une interview dans le Figaro parce que le Figaro a défendu Depardieu? Après, je sais pas si Mizan c'est le Figaro de la communauté musulmane, tu vois, genre je vais pas faire la comparaison, mais genre c'est un média confus, mais
la nature du média ne change pas le fond du témoignage de Félix. La personnalité de Félix ne change pas le fond du témoignage qui corrobore ce qu'on disait sur Ruffin et on n'avait pas besoin du témoignage de Félix pour reprocher ça à Ruffin. Et en plus de ça, parce que donc ça c'est la première étape, décrédibiliser celui qui porte le message. Et ensuite décrédibiliser la personne. Sauf que le problème, c'est que entre-temps, il y a eu une nouvelle vidéo qui est sortie. Et en plus, tu vois, genre, enfin, en fait, c'est chiant, tu vois, genre, c'est... Là, on s'en retrouve à une situation où, comme je vous disais, en technique numéro 1 de décrédibilisation, où le reproche originel est à nouveau contourné et détourné. C'est-à-dire que le reproche de base, c'est Ruffin se met en avant de manière mégalomane et il le fait avec des biais racistes évidents. C'est le reproche de base qui ne change pas. Et en fait, le cadrage médiatique, c'est pour ça que moi j'en ai marre un petit peu du truc. Ah, vous avez vu la vidéo de Félix, ah, vous avez vu... C'est qu'en fait, ça devient un débat sur la véracité de la scène du train ou non. D'à quel point la scène du train est fidèle à la vérité ou pas, etc. Ce n'est pas ça le reproche. On ne reproche pas à Ruffin d'avoir brodé autour de la vérité. On lui reproche que sa façon de broder a été d'une façon raciste et mégalomane. Et du coup là, et donc c'est ça qui me frustre, c'est que du coup on se retrouve enfermé dans un débat sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le train. Regardons déjà la vidéo qui littéralement a été prise au moment de la scène du train. Donc là on a vraiment le dessous du truc, on a l'audio quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? Madame, le train, c'est celui qui a arrêté le retard. Pourquoi c'est moi? Non, mais c'est pas moi, c'est votre collègue, c'est leur collègue qui a fait le travail. Vous voulez régler les 11 € de différence? Non, je vais payer le différent. 1 € c'est élevé. 11 € c'est pour celui qui paye. Madame, il n'y a que ça comme solution. 11 € c'est celui. Donc on a le truc qui corrobore. La dame n'était pas du tout énervée. Elle était en mode c'est pas moi qui ai fait l'erreur. Elle a bel et bien un accent anglais, donc elle était bel et bien anglaise, enfin en tout cas étrangère. C'était une contrôleuse, c'était pas un contrôleur déjà, voilà. Soit vous descendez du train, soit vous payez. Monsieur, Madame, c'est bon, on a compris. Présentez votre pièce d'identité. c'est une histoire de principe. C'est vous qui faites des erreurs et vous repensez. Madame, Il y a des gens qui... le train est bloqué à cause de vous. Qu'est-ce que vous faites? Je paye, ouais. On va pas attendre 1 heure. Ah, quelqu'un veut payer pour vous. Je paye. Donc voilà, donc on a Ruffin qui dit je paye, c'est bon. Et quelqu'un dit ah c'est bon, quelqu'un qui va payer. Je vous mets. C'est bon. Elle Non, peut non, rien vous dérange pas que le train est bloqué, hein. Vous avez jeté le ticket par terre. C'est la même pas de sens. Donc là, on a Félix qui prend la défense de la dame en mode vous avez mis le truc par terre, etc. Ils sont rudes depuis le Non, début. non, 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 je suis désolé, vous lui avez jeté le Je ticket par suis terre. je comprends. Mais j'ai Vous payé. trouvez ça normal, tu lui jettes le ticket par terre? Enfin, Vous trouvez ça soit normal, je tu suis lui jettes le désolée ticket un par peu. terre? On voit aussi, en vrai, pour rendre à César ce qui est à César, les flics sont détestables. La contrôleuse aussi, elle est détestable, by the way. Donc voilà, en fait, le seul truc que Ruffin n'a pas modifié, c'est l'agressivité des policiers. Mais il a été obligé de mettre des arabes et noirs agressifs en face pour justifier l'agressivité des policiers. Donc c'est là, en fait, ça renforce encore ce qu'on disait, tu vois, on est en mode, bah oui. Donc en plus de ça, comme la vraie histoire, bah du coup, ça corrobore l'entièreté des critiques qu'on a faites, mais on s'en bat les couilles de ce qui s'est vraiment passé dans le train au final, quoi, parce que le reste de la BD, il y a d'autres trucs, tu vois, genre c'est comme les meufs de la Courneuve, quoi. Oui, il a même atténué l'agressivité, parce que les policiers, ils buglent, hein. Non mais vos chiens là. Attention vos propos là. Vos chiens, ça c'est un outrage. Alors si vous avez pas envie de finir Donc voilà, lui qui dit avec vos chiens, donc ça voilà un truc. Donc Ruffin s'est rappelé, hein, en tout cas. Ruffin il s'est rappelé des chiens en tout cas. tiens, prenez monsieur, on va faire vous détendre. Ah oui, c'est vous qui... Vous avez vu comment vous parlez, monsieur? Vous lui jetez le ticket par terre. J'arrive pas à jeter par terre. Ah, vous êtes pas solidaire. Je le prenais sur la table. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous lui avez confié, c'est bon, parce qu'on peut faire voler ça. Simplement pour faire redémarrer le train, s'il vous plaît. Et voilà, et Ruffin qui est en mode est-ce qu'on peut faire redémarrer le train s'il vous plaît quand même, moi je suis pressé. Donc on a on a encore une fois, ça corrobore le témoignage de Félix qui dit que oui, bah oui, Ruffin, il s'en battait les couilles de la situation de racisme, de l'irrespect, etc. Il était en mode faites redémarrer le train, moi je suis pressé, je suis député. Ah non, c'est à cause de... Non, il n'y a plus là. Il n'y a plus de problème maintenant. Si moi, il y a un outrage, et ben vous pouvez rester dans le train, mais que le train est... Voilà, vous pouvez rester dans le train, hein. C'est pas genre tu vois, genre dans la BD il a dit oui, maintenant, partez, etc. Non, elle dit non, mais vous pouvez rester dans le train pour continuer de les agresser, mais juste que le train redémarre s'il vous plaît. Ah, qui l'a dit, en fait? Monsieur, c'est quoi ce des chiens? Des chiens? C'est la même chose. C'est la même chose que vous respectez. D'accord. C'est bon, c'est bon. Intervenez quand elle a l'occasion. Qu'est-ce qu'on veut? Qui a fait l'erreur? Qui a fait l'erreur? Nous, votre train. Alors, j'ai demandé de ce train que ce train puisse partir. Parce que c'est à cause de nous si le train part pas. Oui, là, aujourd'hui, maintenant, c'est à cause de vous si le train part pas. Puisque manifestement, c'est pour cette raison-là qu'il part pas.
partez pas parce que la Non, mais- vous voulez pas régulariser eh ben, la situation, tout simplement. le- Vous l'avez régularisé, c'est bien. Donc, maintenant, Monsieur, monsieur, les outrages de chien, excusez-moi. Monsieur, les outrages de chien, ça peut vous chagriner quelque part. Non, Sarah, vous savez, en tant que politique. Ah tiens, c'est marrant, tiens. Parce que du coup, le mec il dit il nous outrage de chien et ça vous dérange pas. Il dit non, en tant que politique, ça me dérange pas. Donc même, il a été plus basé en vrai que dans sa BD. Que même en vrai, je sais pas, il allait dire quoi? Oui, en tant que politique, on a l'habitude, nous aussi on se fait engueuler, ça va, c'est pas grave, etc. Donc même là, ça montre que l'image qu'il a voulu montrer de lui comme quelqu'un qui dit respectez l'uniforme et vous respectez les gens, même ça, il l'a pas assumé dans sa BD pour donner l'image de lui-même. Donc ça corrobore donc plus ce qu'on dit sur la BD. Mais par contre, pour moi, la vidéo est moins pire que la BD. Oui, très largement. Mais du coup, j'ai vu des ruffinistes qui ont vu cette vidéo et qui ont dit bah vous voyez, Ruffin n'a pas raconté n'importe quoi dans sa BD, vous accusez Ruffin de mentir alors que il est bien intervenu et que les policiers ont vraiment été méchants et que du coup en fait les mélanchonistes vous accusez Ruffin de mentir alors qu'en fait ça corrobore. Mais du coup ça a encore plus amené le débat et c'est ça qui est désespérant, tu vois, c'est que ça a encore plus amené le débat sur est-ce que Ruffin a dit un truc vrai. Alors du coup les ruffinistes ils disent oui mais non, mais du coup cette vidéo en fait elle montre que justement il a pas tant menti que ça. Et les autres qui disent bah non en fait il a raconté n'importe quoi. En fait ça, il y a les deux effets qu'on observe encore une fois. C'est que à la fois le débat est complètement détourné, les reproches d'origine sont balayés et la validité des reproches d'origine est calculée à partir de trucs qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, est-ce que Félix est une personne respectable ou est-ce qu'il est trop musulman pour être respectable en France? Et est-ce que Ruffin a tant romancé que ça l'affaire? En mode non, mais la question c'est pas est-ce qu'il a beaucoup romancé, la question c'est qu'est-ce qu'il a voulu mettre en scène. Après moi je capte l'engouement pour ça parce que c'est hilarant. Mais moi aussi, moi je consomme ça comme, encore une fois, moi c'est des petites cerises supplémentaires sur le gâteau. Encore une fois, pour reprendre les termes de l'article d'Oberdoff, on n'avait pas besoin du témoignage de Félix ou de la vidéo de la meuf du train pour savoir que Ruffin se met en scène de façon complètement mégalomane et avec des sous-entendus racistes d'absolument partout. Donc voilà, en tout cas voilà les retombées un petit peu de tout ça et je trouve que c'est dommage parce que vas-y, si vous voulez on fait ça avec toutes les histoires du reste de la BD. On peut faire ça pendant très 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 longtemps. Encore une fois, je vous renvoie au tweet de Halidi Ouara où on lui transfère des messages justement des fameuses femmes voilées de la Courneuve qui sont en mode bah on savait pas qu'il allait utiliser ça pour sa BD et en fait on est un peu en colère parce que c'est comme ça, il modifie les trucs, etc. Donc vas-y, très bien, bah prochain débat, les femmes voilées de la Courneuve. On va voir, vas-y, on va confronter chaque truc à la vérité. Ça ne change rien au fait que Ruffin a écrit cette BD et que la BD suffit à elle-même pour soutenir les critiques qu'on lui a faites. Qui sont, by the way, même pas des critiques nouvelles, qui sont juste des confirmations de critiques qui sont là depuis très très longtemps envers lui. Voilà. Hâte de voir tous les persos venir dire ce qui se passe. Ah ouais, de fou. Le florilège. Je pense que c'est le passage avec le restaurateur et les mêmes voilées qui se conclut en non mais il n'y a pas de racisme, c'est juste des quiproquos. Mais bien sûr. Et ce qui rappelle, ce passage-là, c'est l'histoire fil rouge de toute la BD. S'il l'a pas écrite, il l'a validée, donc pire. Non mais s'il l'a écrite, mais bien évidemment qu'il a tout écrit. J'ai eu un témoignage dans mes commentaires YouTube. Quelqu'un qui est dans mes commentaires a dit bah pour connaître le co-scénariste, globalement lui son travail c'était de mettre en forme les trucs et de mettre en forme les trucs dans les bulles quoi. Et que c'était vraiment un job alimentaire quoi. Mais ça se voit parce qu'au début de la BD, mais c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'au début de la BD, on le voit se montrer en train de scénariser une BD avec un dessinateur et tu le vois être hyper dirigiste. Tu mets ça, tel truc là, la case là, la bulle là, etc. Et donc, évidemment que c'est un mec qui a tout écrit, bien sûr. Mon rêve de faire bonjour, je suis la femme voilée, putain. Ah ouais, de fou, tellement. Mais donc voilà, en tout cas, c'est un petit peu l'épilogue à toute cette affaire de la BD de Ruffin. Et encore une fois, on est face à une campagne de décrédibilisation des critiques qui sont portées envers Ruffin par toujours les mêmes. Anton Oberdoff, la gauche anti-Mélenchon, Libération. Et encore une fois, Anton Oberdoff, dans son article, il a mis le tag islam et le tag France Insoumise. Genre, il a même pas mis le tag Ruffin. Il a pas mis le tag gauche. Il a pas mis le tag bande dessinée. Non, il a mis Islam, France Insoumise. Parce que c'est ça le sujet. La façon dont les anti-mélenchonistes et les islamophobes veulent détourner le truc en excusant et en défendant Ruffin, c'est en faisant une affaire, soit une affaire de mauvais musulmans avec Félix, ou soit une affaire de la meute insoumise avec la vidéo du train. En tout cas, j'espère que Ruffin est fier d'être complice de ce déchaînement d'islamophobie envers quelqu'un qui n'a rien demandé à personne et qui était même pas si agressif que ça dans la vidéo. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que quand tu regardes la vidéo de Félix, il est vraiment en mode bah ça s'est pas passé comme ça, lui il voulait que le train redémarre, on n'a pas eu besoin de lui. Genre tu sais, genre il dit en mode moi j'ai rien contre Ruffin, mais bon au moins qu'il soit exact dans ce qu'il raconte, tu vois. Genre il est même pas en mode ouais Ruffin c'est un raciste, il dit juste bah non ça s'est pas passé comme ça et je vais rétablir le truc parce que bah, c'est important de dire la vérité. Et en fait ce qui est intéressant c'est que cette vidéo leur a fait tellement de mal qu'ils ont été obligés de remuer ciel et terre pour essayer de prouver que ce mec est un islamiste. C'est vous dire à quel point quand ils disent la meute LFI qui sort le truc, ça, à quel point ça a tapé
regardez juste. Je vous renvoie encore une fois à notre réact à la BD parce que bon, encore une fois, la séquence du train a beaucoup tourné, mais si seulement il y avait que la séquence du train. Donc voilà, l'épilogue de toute cette affaire. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.